dans la classe sociale dominante, le réel n'est pas découpé en tranches de saucisson. Comme nous, les membres des classes moyennes, on découpe toujours de manière institutionnelle les problèmes, on les voit les uns après les autres, du coup on crée plein de faux débats, on oppose l'État à la société civile, ce qui est totalement absurde, puisque l'État est dans toutes les têtes et la société civile et les rapports de classe sont au cœur des institutions étatiques. Alors du coup je m'emballe et puis je perds mon fil. Pas le saucisson. Voilà. Et donc dans les beaux quartiers, on est toujours avec le saucisson entier, parce que dans les affaires, on sait que tout se tient. Et donc, ils sont toujours dans le cumul. Ils sont dans le cumul des différentes formes de richesse. Ils sont toujours dans la défense de leurs intérêts. Ils savent, nous le leur avons dit, et ils ont toujours été en accord avec nous, qu'ils forment une classe sociale au sens marxiste du terme, une classe sociale en soi, avec des niveaux de vie tout à fait différents des autres classes en France et dans le monde, et une classe pour soi, c'est-à-dire une classe qui est mobilisée, qui est consciente d'elle-même en tant que classe pour la défense de ses intérêts. Ça, eux, ils le savent et ils l'assument. Et par contre, ce qu'ils essayent de faire, c'est de masquer cet arbitraire que lorsqu'on détient les titres de propriété, on a tous les droits, y compris de faire le droit, c'est-à-dire de rendre légaux, leurs intérêts privés, autrement dit par la loi, par le travail parlementaire, par le travail qui se fait à l'Assemblée nationale et au Sénat. On transforme les intérêts particuliers des plus riches en intérêt général. On légalise la violence de classe, on légalise le cannibalisme, on légalise la délinquance en col blanc, on légalise la criminalité en col blanc. Là, il y a un point où vous parlez d'assumer, je le note, et je reviendrai vers vous plus tard, parce que là, il est question de faire un peu votre portrait. J'avais une autre question concernant votre expérience en tant que candidate aux législatives. Donc, je rappelle que vous étiez candidate au départ pour la France Insoumise aux législatives. Il y a eu quelques évolutions, bon, volontairement, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que vous retirez aujourd'hui de cette expérience en tant que candidate à la députation? Bien, écoutez, ça a été une expérience à la fois très négative du fait qu'il n'y a pas pu y avoir d'union des forces de transformation sociale et écologique. Donc on n'y revient pas, mais c'est quand même très important qu'après je dise un peu pour comment j'ai analysé, cette impossibilité de cette union. Et des souvenirs tout à fait extraordinaires pour moi, puisque avec Michel, nous sommes assez connus pour nos travaux, et il y avait des rencontres, des moments magnifiques de solidarité autour de cette candidature qui m'ont beaucoup, beaucoup ému. Et j'avais une équipe de campagne autour de moi, composée de 10 à 15 personnes, qui ont été extrêmement solidaires avec cette candidature, et qui m'ont complètement soutenue, parce que si vous voulez, on peut être une bonne sociologue, mais une très mauvaise candidate. Donc ça, c'est pour la partie positive. Il y a une partie un peu moins positive que vous vouliez... Oui, parce que si vous voulez... Impossibilité d'union. Ce que je pense, ce à quoi il faut qu'on réfléchisse, je donne juste une piste là, il faut qu'on réfléchisse au fait que le néolibéralisme, qui est en phase avec la libération des individus, qui valorise la liberté négative et individualiste, fait des ravages, y compris dans la gauche radicale, y compris dans la gauche de contestation. Et donc, vous pouvez avoir des phénomènes d'ego surdimensionné, de perversion narcissique, d'enjeux de pouvoir, qui, s'ils ne sont pas parlés, font des ravages. Et donc, si vous voulez, moi, je propose, pour essayer qu'il y ait plus d'union et moins de division dans les forces de contestation sociale et écologique, de travailler sur les véritables raisons politiques et économiques des divisions qui ont éclaté avec beaucoup de
excitative. Et comment expliquez-vous que le néolibéralisme pourrait provoquer des ravages, comme vous dites, et créer des problèmes d'ego? Ça, je pousse un peu moins clair. Voilà, ben c'est parce que le néolibéralisme, qui est donc cette phase du système capitaliste qu'adorent les dominants et qui va être accélérée à l'Élysée, où c'est l'argent qui prend le pouvoir avec la finance qui dirige l'économie et de la politique. Ben, évidemment, c'est toute une idéologie. Le néolibéralisme, c'est pas seulement de l'économie, c'est aussi c'est un système totalitaire. Et donc, qui nous touche, nous aussi, nous, l'ensemble des dominés. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien. Je suis venue ici en métro, j'avais préparé mes fiches et je voulais lire tranquillement ces fiches. Il y avait un bonhomme à ma droite qui passait son coup de fil, une bonne femme en face qui passait son coup de fil, toutes oreilles bouchées, et je ne pouvais pas lire. Qu'ai-je fait? Je me suis levée, j'ai pris mon texte et j'ai lu mes fiches à haute et intelligible voix. Tout à l'heure. Tout à l'heure, pour venir. Et donc, si vous voulez, voilà, c'était des gens certainement très sympathiques, qui peut-être partageaient mes idées, mais qui téléphonaient et qui m'empêchaient, moi, de lire tranquillement, silencieusement. Donc, c'est bien une preuve que le néolibéralisme envahit l'ensemble de la société, y compris jusqu'aux ouvriers qui vont, par exemple, voter contrairement à leurs intérêts par un vote du Front National. On pourrait dire les traits de la société de consommation. C'est beaucoup plus grave que ça. Ce n'est pas des travers parce qu'on est véritablement dans une guerre de classe. C'est très différent. On est dans un système totalitaire qui ne dit pas son nom. Et je crois que c'est très important d'appeler les choses par leur nom. Alors, d'après vous, le peuple français, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est demandeur à s'émanciper de la tutelle des riches aujourd'hui? Le peuple, bien sûr, mais il se dit, mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, ils sont trop forts, ils contrôlent tout, ils contrôlent les médias, ils contrôlent aujourd'hui le système capitaliste dans cette phase néolibérale, c'est complètement mondialisé. Les pays africains ils sont pillés littéralement par les pays les plus riches. Nous, notre niveau de vie, nous doit tout aux pays pauvres. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque année, il y a 54 millions d'humains qui meurent de faim. 54 millions chaque année. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, que tout le monde a encore à l'esprit, il y a eu 60 millions de morts pendant 5 ans. Les 60 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, on en parle régulièrement. Les 54 millions qui meurent chaque année, ils sont invisibles, ils n'existent pas. Et voilà, le rôle des sociologues, le rôle des militants qui sont engagés, c'est précisément de rappeler l'essentiel. Nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom, et c'est notre devoir à nous, sociologues engagés, intellectuels engagés, de donner les mots pour adoucir les maux de tous nos concitoyens qui sont très angoissés par ne serait-ce que la menace, la finitude de la Terre, de la planète, avec le réchauffement climatique sur lequel les plus riches spéculent pour l'accélérer. Alors à propos des riches, Emmanuel Macron a déclaré, vous avez dû l'entendre, les gens qui réussissent et les gens qui n'ont rien. Alors pour vous, ce serait maladresse d'un président apprenti manager ou propos assumé d'un président de l'oligarchie? C'est la seconde réponse qui est la bonne. C'est le propos absolument assumé d'un président représentant, il fait partie, il est l'emblème parfait de cette oligarchie mondialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme comme Emmanuel Macron est au-dessus absolument du régime parlementaire qui nous a guidés pendant tant d'années. Tout va se passer par ordonnance, les lois vont être dictées directement par l'Élysée avec tous les lobbyistes financiers, industriels, médiatiques. Mais tout cela au nom de la démocratie et des droits de l'homme. C'est plus un rebond, c'est plus un rebond sur la question précédente. Madame, vous nous dites avec beaucoup d'évidence que le peuple est prêt. Moi, j'ai quand même envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas, à la fois du côté du peuple, mais aussi, on le voit dans les médias, une espèce d'évidence du néolibéralisme qui a imprégné les consciences au point que les gens prennent ça comme une réalité indépassable. Ce qui ferait qu'aujourd'hui, du côté du peuple, celui qui subit le plus, il y a une espèce de
d'inaction, ou en tout cas de soumission, et du côté des élites, notamment du côté des médias, une espèce de posture complètement assumée, mais qu'on estime normale parce qu'on pense que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que être critique, c'est un crime contre le pragmatisme. Aujourd'hui, effectivement, le néolibéralisme se présente comme une donnée naturelle, comme le soleil qui brille ou la lune qui verdoie. C'est la nature, on ne peut rien y changer. Et donc, en effet, il faut déconstruire tout cela. Mais quand on m'a posé la question, est-ce que le peuple est prêt? Bien entendu qu'il n'est pas prêt dans sa conscience parce que, comme vous l'avez dit, le néolibéralisme, et moi-même je l'ai dit avant avec mon anecdote dans le métro, mais les peuples ne demandent que ça. Les peuples ne demandent qu'à vivre la poésie de la vie quotidienne, la beauté d'être en vie sur cette terre et être dans le partage des uns avec les autres. Parce que la concurrence de tous contre chacun et de chacun contre tous, franchement, c'est pas ça qui vous donne la pêche pour vivre. La vie humaine, elle est faite de bonheur simple et de partage. Je crois beaucoup qu'il faut arriver à restaurer la solidarité et la fraternité, et que pour cela, il faut absolument arriver à retrouver de l'utopie. Parce qu'aujourd'hui, sans utopie, eh bien, c'est l'aliénation de la conscience collective, comme vous venez de le dire, qui a pris le dessus. Et c'est à nous, en étant justement engagés, en étant joyeux, en ayant comme moi 71 ans, la pêche de venir vous voir la radio insoumise dans cette pizzeria fort sympathique, mais où les moyens techniques d'abord me dépassent et ont été un petit peu brinque-ballant, hein. Et voilà, et continuer à se battre tout en étant heureux de vivre, voilà, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir dans l'avenir. Vous disiez que la lutte des classes avait été annoncée par Warren Buffett comme gagnée par donc l'oligarchie, par sa propre caste. La guerre des classes, c'est les riches qui la gagnons, c'est nous qui la menons, a-t-il dit. Et du coup, si on accepte de porter nos lunettes, ces lunettes-là que nous proposons, écoutez, la vie est radieuse. Tous les matins, quand on se lève avec Michel, on nous sert le petit déjeuner, on nous sert le café, on nous sert tous les ingrédients sont là, c'est-à-dire que chaque jour, on supprime les APL ou on les réduit, on donne un peu plus aux riches. Depuis le début de l'arrivée d'Emmanuel Macron, ça a été quand même génial, hein. On a eu les emplois fictifs, je ne sais pas, enfin de qui, là hier c'était Michel Mercier, les emplois, les escroqueries de Richard Ferrand, les ministres qui avaient détourné de l'argent du Parlement européen. Enfin bref, et on nous présente ça chaque jour comme des phénomènes de corruption, alors que ce n'est pas ça du tout. On est là face à des phénomènes de prédation systématique et assumée. On est là face à une classe prédatrice, face à une classe criminelle, cannibale. Pourquoi j'emploie le terme de cannibale? Parce que ce sont des êtres humains en chair et en os, dont on connaît les noms, qu'on voit à la télévision, que l'on voit plus ou moins, hein, que l'on voit justement pas assez, qui tuent des millions d'êtres humains sur la planète. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je dis? C'est tellement grave. Et donc, notre travail à Michel et moi comme sociologues, c'est précisément de nommer ces gens, de mettre de la chair et du sang sur le squelette de la domination, de les rendre visibles, très visibles. Nous devons rendre visible l'adversaire. Nous ne devons pas employer des termes, la caste, l'oligarchie, même si je le fais, hein, parce que c'est quelquefois à l'oral, il faut des raccourcis. Mais vraiment, il faut incarner l'adversaire de classe. Et notre travail, de ce point de vue, est exemplaire. Alors, c'est le résultat de la solidarité d'un couple pendant plus de 30 ans, avec un statut privilégié de chercheur au CNRS. Et ça, je veux dire, la quantité de travail que nous avons accumulé doit tout à ce statut où nous étions des chercheurs fondamentalistes, des chercheurs
chargés de faire de la recherche fondamentale et donc de faire des trouvailles, ce que nous avons fait. Alors, Franck, tu voulais enchaîner? Alors, moi, oui, j'avais... Non, vas-y, Michael. Alors moi, j'avais, c'est plutôt faire part d'une contradiction qui, je prends un exemple. Muriel Pénicaud, avec cette affaire de stock option qui a été révélée, on a pu voir comme une espèce de malaise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a tenu à s'expliquer que c'est des choses qui se faisaient. Alors, c'est pas du tout d'un point de vue légal, mais d'un point de vue moral. Et tout à l'heure, vous aviez dit que cette classe dirigeante avait tendance à s'assumer. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre dire qu'elle s'assume et quand on la prend la main dans le pot de confiture, d'avoir comme une espèce de gêne par rapport à ce sujet? Bon, ben là, c'est de la com, il en faut. C'est-à-dire qu'on fait une petite amende honorable et on continue. Donc ça, il n'y a pas de... Ils le font tous. Donc ce serait une fausse gêne? Oh ben alors, ils s'en tapent. Alors, le cynisme individuel et le cynisme collectif de cette classe, il est total. Alors maintenant, on va s'intéresser... Pas pitié pour les plus démunis, hein, ça je peux vous le dire. Bon, on va s'intéresser un peu plus à votre travail. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait dû commencer, mais comme on était parti dans l'actualité, je rebondis un peu plus par rapport à votre livre, donc Sociologie de la bourgeoisie. C'est aussi pour nos auditeurs. Quelle différence faites-vous entre un riche et un bourgeois? C'est-à-dire que c'est des mots différents pour désigner la même chose. Au fond, c'est pour désigner les gens donc, qui sont les propriétaires des moyens de production, mais des propriétaires qui sont, pour ceux qui nous intéressent, riches. C'est-à-dire que nous, on ne s'intéresse pas aux petits industriels, aux artisans et aux commerçants, mais on s'intéresse aux actionnaires des multinationales, aux propriétaires des grands médias, aux patrons du CAC 40. Et ils sont à la fois bourgeois et riches dans ces cas-là. On peut même parler d'aristocratie de l'argent. On peut parler d'une mafia dorée, on peut parler de l'entre-soi des beaux quartiers, on peut parler d'une caste oligarchique, de la confrérie des grandes familles. Enfin, les mots permettent d'approcher dans leur diversité une classe sociale qui est quand même profondément hétérogène. Parce qu'il faut savoir que les niveaux de richesse, dès qu'on arrive dans la grande richesse, on est dans la dispersion. C'est-à-dire que si je prends par exemple le dernier challenge, avec les 34 milliards d'euros du premier de la liste, Bernard Arnault, et puis le 500e, j'ai 420 fois la fortune du 500e dans Bernard Arnault. Tout seul. Voilà. Donc 420, dans le monde du salariat, ça n'existe pas. Donc dans la richesse, si vous voulez, la richesse est un puits sans fond. C'est des inégalités qui sont incroyables. Et nous, pauvres Pinson-Charlot, on ne voit que la face visible de l'iceberg et tout ce qui est en dessous. Il a fallu qu'on en fasse des livres pour voir comment ils ne payaient pas leurs impôts, comment ils construisaient le truc de la sécurité sociale, comment ils construisaient le déficit, la dette publique. Donc là, on parle d'évasion fiscale, de niche fiscale. Voilà. Et du coup, si on faisait une comparaison, donc je rebondis toujours par rapport à votre livre, donc la sociologie de la bourgeoisie, c'est quoi le principal point faible des classes populaires dans cette lutte des classes? Qu'est-ce qui manque pour que cette classe populaire puisse peser dans ce rapport de force? C'est parce qu'on est trop nombreux. Disons, pour faire court, même si j'aime pas raisonner comme ça, on est les 99%, ils sont 1%. Hein. Donc, si vous voulez, on est extrêmement nombreux. On est fragilisé parce qu'on est quand même très divers, des cadres supérieurs jusqu'aux pauvres gens qui n'ont même pas de domicile fixe, en passant par les ouvriers, les employés, les cadres moyens, les intellectuels, les journalistes. Enfin, on est quand même très divers. Et la grande bourgeoisie, cette aristocratie de l'argent, s'est donné les moyens de nous diviser. C'est-à-dire que par la consommation, et surtout par les crédits, par les endettements, on veut tous avoir sa petite maison Bouygues et son petit barbecue, et bien ça, on va le payer très cher, on va s'endetter. C'est comme ça que les Américains aussi sont tenus, c'est par le crédit, la dette. C'est comme ça que les pays pauvres d'Afrique et d'Asie se sont fait avoir, puisque avec les dettes, ils ont demandé des emprunts, et à ce moment-là, ils se sont mis la tête sur le billot, le FMI et la Banque mondiale leur ont dit « Ok, on vous prête, mais vous privatisez tout ». Alors, je vais rebondir sur cette partie Afrique.
sur cette histoire de franc CFA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui frappons en monnaie pour certains pays d'Afrique. Comment jugez-vous ce sujet-là? C'est la suite du colonialisme. C'est une servitude monétaire c'est un esclavagisme monétaire. C'est quelque chose qui est indigne de la France. Vraiment. On peut dire qu'aujourd'hui, on dirige la politique dans certains États africains du fait de fabriquer... On dirige la politique et puis surtout on pille. On pille au Niger l'uranium. Je ne sais combien, la proportion est absolument énorme pour nourrir la multinationale française Areva, pour que nous, on ait l'électricité. Regardez, on est en plein jour, tout est éclairé ici. Pour que nous, on ait ce confort quotidien, eh bien, les trois quarts des Nigériens, ils n'ont même pas accès à l'électricité, alors que l'uranium, c'est leur richesse naturelle de leur pays. Donc, une inégalité mondiale. Et tout à l'heure, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est juste que cette guerre de classe dont je parle, elle se décline au niveau national, elle se décline au niveau européen, elle se décline à toutes les échelles et au niveau planétaire. Et tout à l'heure, vous parliez d'espoir. Vous aviez une grande optimiste. Est-ce que vous avez un espoir que la société demain soit plus égalitaire? Plus égalitaire, je ne sais pas. J'ai l'espoir, en tout cas, que c'est déjà ça mon gros espoir, mon grand espoir, c'est que toutes les forces de contestation se fédèrent, s'unissent, chacune dans son identité, chacune dans sa particularité, mais toutes ensemble, toutes ces contestations, dans une dynamique que l'on va donner. Hein. Moi, je suis pour la coordination, parce qu'avec Michel, nous avons remarqué que dans la grande bourgeoisie, chacun fait ce qu'il veut. Celui-là, il est passionné par la défense du patrimoine historique. C'est un militant de la défense du patrimoine historique. Celui-là, c'est un banquier et il a mis au point des produits dérivés pour favoriser la spéculation sur le réchauffement climatique. Chacun apporte sa pierre à l'édifice de l'oligarchie. Et puis, vous avez Bilderberg, vous avez la trilatérale, vous avez des cercles en pagaille qui coordonnent tout ça. Et un autre exemple, tout ça, vos auditeurs et auditrices peuvent aller en marchant actuellement dans le bois de Boulogne se rendre compte qu'il y a 20 associations de défense du bois de Boulogne pour préserver le bois de Boulogne de l'intrusion des dissemblables dans cet entre-soi du grand bourgeois, puisque le bois de Boulogne, c'est leur parc. Eh bien, il y a une association qui, elle, coordonne l'ensemble des 20 associations. Donc, pour nous, les 99%, il faut que chacun, il y a la France insoumise, je respecte, il y a des syndicats, il y a le Parti communiste, il y a des tas d'associations, attaques, tout ça qui mérite notre admiration et notre estime. Et ce que je dis qu'il faut faire, c'est coordonner dans le respect de tout le monde. On a tous, même dans mon couple avec Michel, on est tellement différents l'un et l'autre. Si on ne se respecte pas, eh bien, on n'aurait pas pu rester ensemble. Chacun apporte quelque chose à l'édifice de la contestation. Chacun doit être respecté. Toutes ces forces-là sont estimables. Il faut qu'on ait l'humilité de coordonner et de savoir s'effacer personnellement, institutionnellement, devant une force beaucoup plus collective. Je vais rebondir sur une question qu'a posée Deb Royer, puisque vous en parliez à l'instant, vous parliez de la France insoumise. Est-ce que, malgré cette mauvaise expérience, il y a un souhait de continuer la lutte avec France insoumise? Bien sûr. Bien sûr. Et ma dernière question, et ensuite on va enchaîner avec la question. Et je le souhaite très vivement, même s'il y a les différents, on y revient, les différents sur le fond, on en a parlé quand on était dans le 20e, là, avec le comptoir de Noé. Tout à fait. Hein, donc, on voit qu'il y a des différences idéologiques profondes, mais je m'en tape, on peut discuter, il faut qu'on discute, et il faut qu'on arrive à vraiment, pour le bien-être de l'humanité, nos idées, hein, en faisant abstraction de notre volonté de reconnaissance, voilà, tout ça, on doit pouvoir faire abstraction de tout ça et accepter l'humilité, la fraternité, la solidarité. Bien. Écoutez, c'est un moment
très particulier pour intervenir après ces très très belles paroles, Monique Pinson-Charlot. Moi, en fait, quand Michael m'a dit qu'il vous avait invité pour vous interviewer, je vais tout de suite demander, vous avez fait référence à ça en tout début d'interview, si vous alliez venir seul ou accompagné de votre époux, Michel. On sait que tous les deux, vous êtes indissociables, inséparables, un peu comme les Pierre et Marie Curie de la sociologie, hein, bien que s'agissant de vous, c'est pas vraiment l'infiniment petit qui vous intéresse, mais l'infiniment grand. Je dirais que vous êtes presque les Hubert Reeves hein, de la sociologie. Avec vous, on parle en millions et même en milliards, puisque vous vous intéressez aux ultra-riches, à ce que les Américains appellent les 10-digit net worth, c'est-à-dire des gens dont les fortunes s'écrivent avec 10 chiffres avant la virgule. Tous ces milliardaires qui peuplent les rêves de Macron et des jeunes macroniens, le nec plus ultra du néolibéralisme, le top du top. Donc c'est formidable pour moi de vous accueillir. Et parce que vous vous intéressez non pas à ces gens qui comptent leurs pièces pour aller faire leurs courses, ni même à ceux qui négocient leur salaire en dizaines de kilos euros, mais là on parle vraiment bien du club des milliardaires, ceux qui tirent les ficelles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui tiennent nos dirigeants par leurs points sensibles, leur ego et leur portefeuille. C'est un tout petit monde où il se passe toujours quelque chose. Par exemple, en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, madame, il y a un grand suspense pour savoir qui est l'homme le plus riche du monde. Parce que, eh bien, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, hein, le géant de la distribution à distance, vient de passer devant Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui occupait cette place, à part quelques petites disparitions au profit de Carlos Slim, un Mexicain ou je ne sais qui, mais en tout cas, Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde depuis une vingtaine d'années. Il vient de se faire passer devant par Jeff Bezos, alors il se laisse pas faire, et à la faveur d'une bonne journée sur le Nasdaq, hein, c'est le marché boursier sur lequel tous ces titres sont cotés, il vient de lui repasser devant. Donc c'est bien fait, il s'est bien défendu, le Bill. Alors de combien on parle pour la fortune de ces messieurs? Eh bien, on parle quand même de 90 milliards de dollars. Donc c'est une jolie somme. Mais ces deux jeunes gens, ils savent bien au fond d'eux, puisque ces gens-là ont l'ego très affûté, et ils savent bien que le vrai champion n'est plus de ce monde. Parce que aux États-Unis, le parrain des milliardaires, eh bien, c'était Sam Walton, le fondateur de Walmart, le leader mondial de la grande distribution, quelqu'un qui a créé un empire en permettant à des pauvres d'aller faire des courses et d'acheter des produits à prix cassé qui venaient de l'autre bout du monde. Eh bien, s'il était encore en vie, ce monsieur, il pèserait à lui tout seul plus de 100 milliards. Donc, nos Bezos et Gates pourraient aller se rhabiller derrière le vieux Bill. Et puis, il y a aussi, vous devez le savoir, ça, Madame Pinson-Charlot, il y a cette rumeur avec un dirigeant russe, un certain dirigeant russe qu'on soupçonne d'être venu fourrer son nez d'ailleurs dans les élections américaines et même chez nous en France. Et oui, vous l'avez reconnu, je parle du cousin Vladimir Poutine Ier, le président, puis après Premier ministre, puis de nouveau président de la Russie, mais dont on estime qu'il pourrait, à la faveur des petites magouilles qu'il a mis en place depuis son arrivée au pouvoir, avoir mis la main sur une fortune estimée à 200 milliards de dollars. Donc là, on voit bien que on passe encore à une autre échelle, et dans la guerre des étoiles, Trump et les siens ne sont en fait que des petits joueurs face au cousin Vladimir. Mais alors, qu'est-ce que tout ça, finalement, ça représente pour nous, qui ne sommes ni milliardaires, ni même aspirants à le devenir? Pour le comprendre, on va parler de chiffres. Alors là, sortez les calculettes et préparez-vous à aligner les zéros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des milliardaires, on en compte 1810 dans le monde, 1810. Et leur fortune cumulée se monte à 6 480 milliards de dollars. Donc, ce sont des chiffres, évidemment, qui ne nous disent absolument rien. Mais il faut savoir que je me suis amusé à ce petit calcul. Si on laissait simplement 1 milliard chacun à ces 1810 personnes, donc on les fâcherait pas trop, ils resteraient milliardaires, mais qu'on mutualisait le reste de leur fortune, eh bien il resterait, enfin c'est une opération qui offrirait à la communauté internationale la somme de 4 670 milliards de dollars. Là encore, cette somme ne nous dit rien, mais on peut simplement mieux comprendre en se disant qu'en allouant cette somme aux États, contre un intérêt perpétuel de 1% sans remboursement de capital, eh bien, proportionnellement à leur population et pour financer des projets prioritaires de lutte contre la pauvreté, par exemple, les seuls intérêts de cette somme faramineuse, les intérêts seuls à 1% par an généreraient 46 milliards de dollars par an. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, 9 fois le budget annuel du programme des Nations Unies pour le développement.
Et la somme initialement investie, eh bien, elle permettrait de financer 46 millions de projets à hauteur de 100 000 $ chacun. 46 millions de projets. Pour un pays comme la France, si on le ramène à sa population, ça voudrait dire 460 000 projets financés à hauteur de 100 000 $ chacun. 460 000, imaginez maintenant qu'on ait 460 000 projets qui soient axés exclusivement sur l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'éducation, le bien vivre ensemble. Imaginez que ces projets soient gérés à la seule fin de pérennité dans une logique coopérative et selon une gouvernance démocratique. Imaginez ça. Ça revient à poser en fait une question. Dans quelle société pourrions-nous vivre si les richesses accaparées par ces 1810 individus étaient équitablement et efficacement réparties? Et si on va un peu plus loin, comme le font les Pinson Charlot, et qu'on s'intéresse à ceux qui sont un petit peu moins scandaleusement riches, dans quelle société pourrions-nous vivre si le patrimoine individuel était limité à 10 millions d'euros et si l'écart maximum de revenus était limité à un rapport de 1 à 20 et que tous les excédents étaient systématiquement réinjectés dans des projets collectifs, solidaires et durables. Imaginons un monde, en fait, où l'avenir en commun serait appliqué partout. Alors, je pense que à l'heure où nos députés et nos sénateurs ont du mal à se mettre d'accord sur la fameuse loi sur la moralisation de la vie politique, j'ai envie de terminer en formulant cette question qui, sous forme de proposition. Dans quelle société vivrions-nous si la cupidité et la soif de pouvoir étaient déclarées crime contre l'humanité? Voilà pour la question. Je vais maintenant demander à Pépito de lancer, s'il est prêt, le second morceau de Logos Admetos. Est-ce qu'il est prêt? Oui, je peux faire ça. Eh bien, alors, allons-y, parce que tout de suite après que nos auditeurs se préparent, on donnera la parole à nos auditeurs pour engager un débat et poser des questions à Monique Pinson-Charlot. Je répondrai autrement. Alors, question de The Doudou. Que doivent faire les Français pour renverser les rôles établis dans la société, à votre idée? Alors, mon idée, c'est ce que nous appelons avec Michel la vigilance oligarchique. C'est-à-dire qu'il faut absolument que toute personne qui souhaite le changement se dise le changement, c'est aujourd'hui, c'est moi, dans ma vie, dans mon monde. Je veux changer le monde, mais le monde, il est là. Et donc, je vais me renseigner, travailler sur les puissants, tous ceux qui sont au-dessus de moi, que ce soit dans ma commune, dans mon quartier, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mon parti politique, que ce soit dans ma banque, c'est-à-dire s'obliger à se poser des questions sur les dominants, les incarner, chercher à savoir qui c'est, quel type d'études ils ont fait. Il faut absolument que le travail que nous avons fait, Michel et moi, à une très grande échelle pendant 30 ans au CNRS, serve d'aiguillon à tous les Français, à tous ceux qui nous écoutent là, à se dire, mais moi-même, je vais maintenant faire de la vigilance, de la veille oligarchique à ma petite échelle. C'est très important d'avoir cette posture. Autre question de The Doudou. Je me permets de relancer avec cette question très intéressante. Donc, jusqu'où Macron peut-il aller selon vous? Il ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer avec Macron, et c'est pourquoi c'est vraiment trop dommage, que c'est même incroyablement dommage que les présidentielles soient allées à Macron, c'est qu'il va rendre encore plus irréversible par la mise en place d'effets de cliquet, c'est-à-dire de points de non-retour en arrière, ce que les économistes appellent des effets de cliquet. On ne peut pas revenir en arrière, c'est comme les traités, il y a toujours des effets, des lois, des décrets, des choses qui empêchent de revenir en arrière. Il va rendre le néolibéralisme dans un état de violence irréversible dans notre pays, en Europe et sur la planète, avec ses grandes amitiés, comme vous avez pu le voir, avec Trump et Netanyahou. Alors, justement, avec un président dont vous dites qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, Kochny78 nous pose la question suivante.
Dans l'histoire de France, mis à part les révoltes ou les révolutions, y a-t-il d'autres types de confrontations provoquées et remportées par les pauvres, c'est sa formulation, face aux aristocrates et aux grands bourgeois? Ben, il y a eu beaucoup de grandes révoltes en France depuis la Commune. Bien entendu, je pense beaucoup au Front populaire, les événements de mai 68. Plus évidemment tout ce qui s'est passé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et avec des effets extrêmement positifs, mais qui chaque fois, c'est ça la force de la prédation du système capitaliste, c'est qu'ils arrivent par leur solidarité, par leur mobilisation, à récupérer la critique sociale ou la critique artiste même, pour faire rebondir le système capitaliste. C'est ça, regardez ce qui s'est passé depuis la dernière crise de 2008. Le système capitaliste s'est servi de cette crise qui n'a été provoquée que par la faute de financiers pour aggraver l'oppression des peuples, pour aggraver les inégalités du système, pour aggraver la prédation et la violence du système capitaliste. Alors, justement, oui, avant de passer la parole à un auditeur, juste pour rebondir sur cette réponse, s'il devait justement y avoir un renversement de situation, pour le coup, vous le voyez potentiellement venir d'où aujourd'hui, justement? Ah ben écoutez, moi, on ne peut pas tout me demander. Hein. Je suis une sociologue, je ne suis pas une prophète. Donc, moi, j'ai donné mes lunettes d'une guerre de classe que mènent les plus riches contre les pauvres, en France, en Europe et sur la planète. Et puis après, maintenant, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, d'organiser cette veille oligarchique, d'organiser justement les manifestations dans les beaux quartiers, de rendre visibles les dominants aux dominés, que les dominés aillent se faire connaître aussi auprès des dominants je ne sais pas, en organisant des actions lorsqu'on sait que Bilderberg se réunit ou la trilatérale ou n'importe quelle réunion de Davos et autres dominants qui se retrouvent tous ensemble, à nous de faire des actions impertinentes, des actions visibles. Je tiens beaucoup à ce mot visible. Nous, avec Michel, on organise des promenades sociologiques dans la finance internationale dans les beaux quartiers de Paris et c'est un succès d'enfer. Excusez-moi, promenade sociologique. Ben, c'est-à-dire que on marche. C'est pas ce mot-là. Mais c'est quoi? Vous êtes en groupe? Vous êtes guidé? Oui, nous qui sommes les guides. Hein. Donc, il y a des groupes qui se constituent. Alors, ça peut être des élèves, ça peut être d'une association, ça peut être toutes sortes de gens qui ont envie de découvrir notre sociologie. Alors, en marchant, ça allait bien avant que Macron arrive au pouvoir. Là, je trouve que je varie mes expressions. En promenade. En randonnée rapide. Voilà, c'est bien aussi. Donc, pour des jeunes, éventuellement pour des groupes citoyens qui ont envie tout simplement de se... Vraiment, c'est très intéressant parce que c'est une façon ludique d'intégrer l'objectivation des inégalités dans la ville à travers les formes urbaines, les formes architecturales, et puis de montrer l'objectivation du social dans les corps. Parce que quand vous êtes dans les beaux quartiers, vous avez des corps de classe, ils se ressemblent tous. Fin, redressé, le port de tête altier, les costumes sur mesure, tailleurs sur mesure. Et puis vous allez à 4 km de là, à Saint-Denis, c'est d'autres corps de classe. Et donc le social est à la fois objectivé dans des immeubles, dans des formes urbaines, et incorporé. Et ça, du coup, ça montre la force du social. Puisque aujourd'hui, je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. On est même face à une somatisation des rapports sociaux de domination. Il n'y a que les pauvres qui sont obèses. Somatisé pour c'est-à-dire, c'est marqué dans les corps. C'est marqué dans les corps. Les pauvres sont beaucoup plus gros. Il n'y a pas d'obèses dans les beaux quartiers. Somatisé quand on ressent physiquement, psychologiquement, les maladies, quand on commence à ressentir les effets. Voilà. Autre question de Timoplop. Excusez-moi si j'arrive pas à bien me prononcer. Timoplop. Oui. Bonjour. Alors, je vous laisse poser. Monique.
Donc oui, moi je suis justement travailleur avec des réfugiés au sein de la protection de l'enfance et je vois justement l'arrivée de migrants qui viennent de régions justement subsahariennes avec un niveau environ de CE1, CM2 en moyenne, avec quelques années d'école coranique parfois. Et justement, comment pouvons-nous revoir justement cette insertion de ces migrants économiques ainsi que bientôt climatiques dans cette société justement qui les accepte de moins en moins. Et la deuxième question, c'est justement quelle est la limite à notre système capitaliste. Justement, aujourd'hui, 80% de ces jeunes sont déclarés majeurs, donc refoulés. Et justement, la limite politique n'est-elle pas déjà atteinte? Alors, sur l'accueil des migrants, je ne peux rien dire parce que franchement, j'ai pas du tout travaillé sur ces questions, mais je suis une femme généreuse, donc j'ai envie de vous dire qu'ils soient les bienvenus. Mais c'est pas ça que je vais dire, parce qu'en réalité, avec Michel, nous, ce qu'on veut, c'est que les Africains puissent travailler chez eux, en Afrique, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, chez eux, qu'on cesse de les piller, qu'on cesse, alors c'est les pays riches, qu'on cesse d'organiser des guerres fratricides, qu'on nous présente comme des guerres identitaires, des guerres religieuses, alors qu'en réalité, quand on regarde de manière impertinente les choses, on s'aperçoit que, tiens, la France peut organiser une guerre fratricide en armant les deux camps. Et ça, vous verrez, ça sera sûrement dans un de nos prochains livres, vous verrez que c'est assez systématique sur le continent africain. Autrement dit, il s'agit véritablement d'une guerre qui est menée des pays riches contre les pays pauvres. Et ces migrants qui arrivent chez nous n'ont aucune raison d'être chez nous. Ils doivent être chez eux, avec leur famille. Ils doivent pouvoir cultiver leurs tomates, des tomates qu'ils auront cultivées avec leurs mains nourricières, et pas bouffer de la tomate d'industrie fabriquée par des multinationales américaines et chinoises. Merci. Alors, une autre question. On a une question donc de Bourriquet. C'est son pseudo. Donc, comment pouvons-nous affaiblir l'oligarchie? Donc, précision. Donc, nous unir, certes, mais comment leur couper le robinet qui fait la source de leur pouvoir? Eh bien, c'est de les contester. De contester, de se montrer, de montrer notre force, de montrer notre union, notre unité dans notre colère. C'est la seule chose dont ils ont peur. Plus nous sommes divisés, pour nous qui, avec Michel, avons fréquenté les cercles et avons vraiment passé de manière anthropologique et ethnologique beaucoup de temps avec ces gens-là, eh bien, nous savons que nos divisions font leur bonheur. Alors, quand on se divise, il faut penser à cela, avoir ce réflexe. Qu'est-ce qui se passe dans les beaux quartiers quand on est divisé? Alors, on va essayer de faire venir une autre question. Est-ce qu'on a un auditeur qui voudrait poser sa question en direct? Alors, en attendant qu'on ait un autre auditeur, il y a monsieur, monsieur Piccoli 2, c'est son pseudo, désolé si je l'ai écorché, qui pose une question intéressante. Il dit je vous ai entendu parler de Warren Buffett tout à l'heure en étant critique à son égard, alors qu'il propose par exemple de limiter les héritages et d'augmenter les impôts des plus riches. Il termine par cette question, peut-on être milliardaire et humaniste? Alors, pas du tout. Parce que ça, l'histoire de Warren Buffett et de Bill Gates et de tous les riches milliardaires américains qui ont fait cette proposition, c'est de la communication, c'est du cynisme, c'est de la manipulation, c'est de la perversité. Parce que, bien au contraire, ils ne cessent de spéculer au plus haut niveau. Warren Buffett en tête, avec des fonds vautours, des fonds d'investissement qui saccagent les pays du tiers-monde. Bill Gates, avec sa fondation, qui n'a d'autre objectif finalement que d'instiller le néolibéralisme au cœur des pays les plus pauvres. Ils utilisent de multiples armes qui sont des armes financières pour j'arrive plus à trouver le mot, arrondir encore leurs profits et en avoir toujours plus.
c'est franchement de la communication, de la manipulation. Et je vous propose, chers auditeurs, que quand vous entendez des choses comme ça, vous disiez toujours « j'adopte la philosophie du non de Bergson ». On me dit ça, et bien moi je me dis d'abord non, c'est un piège, c'est de la manipulation. Et après seulement je pose ma question. Alors, on a une autre question d'un auditeur fidèle. Hier, il nous a posé une question particulièrement pointue auprès d'Éric Coquerel. C'est Bourriquet. Bourriquet ? Ça fait la deuxième fois qu'il pose. Il a une deuxième question, une autre question, évidemment. Ah, elle est attentive. Bourriquet ? Oui, bonjour madame. C'est très intimidant de vous parler. Je vais essayer de faire court. Je veux poursuivre sur la première question. Votre méthode, en gros, c'est on leur fout la trouille. Au moment où, dans ma vie, j'ai rencontré une vraie difficulté, je me suis retrouvé à 1 an d'arrêt de travail, j'ai expliqué à mon médecin que je n'avais plus rien à perdre et qu'il y avait 2 choses que craignaient ces gens, c'était l'argent et l'image. Et après une longue réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il manquait peut-être un 3e élément. Effectivement, ils craignent pour leur image, la moindre contrariété dans les médias les met sens dessus dessous, mais ça n'empêche qu'ils ont toujours le pouvoir de l'argent et qu'ils nous maintiennent toujours en laisse. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour casser la laisse? Retirer nos sous de la banque, les maltraiter physiquement, c'est pas une solution. Qu'est-ce qu'on a à notre moyen vraiment pour éviter qu'ils continuent à nous maintenir en esclavage? Oui. Le mot esclavage n'est pas du tout excessif. Et donc, précisément, c'est avoir conscience qu'avec toutes ces technologies-là, comme on est dans cette pizzeria, je sais pas, il y a beaucoup d'esclavagisme derrière tout ça, parce que pendant ce temps, on est connecté, on sait exactement qui parle, qui dit quoi. En tout cas, ça pourra être suivi, contrôlé et tout ça. Maintenant, aux États-Unis, vous avez vu qu'on met des puces sur les travailleurs des entreprises, comme en France, déjà à Sanofi, il y a les badges et tout ça. Non, la seule chose que l'on peut changer, et ça, vous êtes responsable, je suis responsable, c'est nos têtes. C'est-à-dire que c'est vraiment nous qui devons avoir conscience de la gravité de la situation et que précisément tout ce qui peut diviser les êtres humains qui sont esclavagisés aujourd'hui, qui sont, comme le dit le pape François, des déchets, puisqu'il a cette phrase magnifique disant que les ouvriers sont passés du statut d'exploités avec la lutte de classe au statut de déchets avec la guerre de classe, eh bien, il faut que nous, on ait conscience de la gravité de la situation et que nous soyons à la hauteur. Et c'est nous qui devons changer. C'est-à-dire, ça n'est pas de se dire qu'est-ce qu'on va faire contre les riches, il faut retourner la question en se disant qu'est-ce que nous devons faire pour mettre à bas cette oligarchie. Le problème, c'est nous. Voilà. Ça répond à ta question, Bourriquet? J'entends. Juste pour finir, déjà, je vous remercie. Et sachez que moi, je me suis engagé dans la lutte syndicale, et que je fais en sorte d'améliorer la santé de mes camarades qui commencent à être à la limite de la rupture. Les cas de somatisation sont incroyablement développés chez nous, et nous sommes une population d'ingénieurs. Certains peuvent encore croire que ça ne concerne que les très basses classes de la société avec peu d'éducation. En fait, le mécanisme et la propagation de l'esclavagisme montent jusque dans les classes à Bac+5, Bac+8. Merci pour ce témoignage. Alors, nous avons une autre question de Cactus. Cactus, pareil, fait partie des auditeurs fidèles. Question aussi pointue. Pourquoi est-ce qu'il se protège derrière un pseudonyme? Ah faut poser la question. Ouais, c'est une très bonne question. Si vous voulez, je peux y répondre. Eh bien, allez-y, allons-y. Une question donc de Monique Pinson-Charlot à Cactus. Voilà. Alors, moi, dans ma vie numérique, je suis une professionnelle du numérique, donc mon nom et mon prénom est en clair partout sur tous mes sites. Le problème, c'est que j'ai une activité professionnelle dans le privé et je réponds à des appels d'offres. Et le fait de répondre à des appels d'offres, on est donc soumis une sorte de main invisible, plus ou moins clairement perçue, où lorsqu'on est de tel ou tel bord politique, on a bizarrement moins de contrats. Voilà. Donc, merci pour votre franchise et votre témoignage. C'est super. Ouais, Ça montre à quel point oui. on est en laisse.
Ouais. Moi, j'avais une question par rapport au métier de sociologue. Je pense que vous avez du moins, vous avez un regard critique également sur votre discipline. Et moi, du moins, je ne vous cache pas que j'ai quelques difficultés avec les sociologues parce que j'ai été confrontée dans plusieurs entreprises, moi, dans une grosse entreprise dont je tairai le nom, de sociologues qui détournaient complètement leur discipline pour pouvoir faire passer des décisions ou justifier des décisions complètement aberrantes. Et je voulais savoir est-ce qu'il y avait une prise de conscience auprès des chercheurs en sociologie sur le détournement de leur discipline pour pouvoir justement avilir les salariés. Alors, la sociologie est évidemment une science sociale qui est traversée, comme tous les segments des institutions, par les rapports de classe. Et donc, dans la sociologie, eh bien, il y a des sociologues de droite, comme par exemple Raymond Aron ou Michel Crozier, qui ont été des sociologues qui ont participé à la création de Bilderberg et la trilatérale, c'est-à-dire ces organisations informelles qui coordonnent les intérêts de l'oligarchie à l'échelle du monde. Et puis, il y a des sociologues comme Pierre Bourdieu qui ont instauré une sociologie de combat dont on a hérité, et je peux vous assurer qu'on n'oublie jamais nos gants de boxe au vestiaire. Ça vous va, Cactus? Du moins, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a, comme dans d'autres disciplines, des pairs qui jugent le travail complètement aberrant qu'on peut, du moins. Non, parce que tout est trop institutionnalisé et segmenté. C'est-à-dire que les chercheurs du CNRS ne s'intéressent qu'à l'institution du CNRS. Et ils ne vont pas aller se préoccuper, sauf si ça devient un sujet d'enquête, des sociologues qui trahissent en quelque sorte le bel outil intellectuel et méthodologique qu'est la sociologie, qui le subvertissent à des fins qui sont contraires aux valeurs que je porte, par exemple. Mais ça, c'est un problème, non? Je sais pas. Ceci dit, c'est pas la première fois qu'on verra un outil subverti ou utilisé à d'autres fins. Hein. Oui, mais le problème, c'est que ça sert d'alibi à pas mal c'est un outil au service. Dis-moi, c'est un outil assez puissant quand même. Dire que. Non, c'est pas l'outil. C'est pas, excusez-moi, mais ce sont des êtres humains, des sociologues qui sont nés dans les beaux quartiers et qui sont au service de leur classe, qui ont mis la sociologie au service des dominants. Et voilà, et nous, on utilise au contraire la sociologie au service des dominés. Mais nous, avec l'impertinence de travailler sur les oligarques pour transmettre leur force et leur mobilisation aux dominés. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de débats, d'ailleurs sur le Discord, où des gens sortent des études sociologiques probablement imminentes, mais qui, sous couvert de sociologie, parlent de faits et non pas d'opinion. Et ça, c'est problématique. Les gens ne font plus la différence entre l'opinion et ce qui est factuel. Alors oui, Cactus, mais est-ce que, puisque là la question s'adresse à Monique Pinson-Charlot, est-ce que c'est spécifique à la sociologie? Parce que j'entends ta question et tout de suite je pense à un domaine que je connais un petit peu mieux, l'alimentation par exemple, la nutrition, dans laquelle on va avoir des multinationales qui vont payer des médecins ou qui vont payer des chercheurs pour sortir des études qui vont dire tout et leur contraire. Donc, est-ce que c'est spécifique à la sociologie? J'aurais tendance à dire probablement non. C'est à toutes les sciences et toutes les spécialités peuvent être comme ça, perverties selon la question qu'on leur pose et selon l'idéologie ou en tout cas la subjectivité des scientifiques qui vont mener les études. Est-ce que je me trompe, madame? Non, je suis en accord parfait avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que il n'y a pas véritablement de fait objectif. Il n'y a pas véritablement de neutralité axiologique, contrairement à ce que disent les chercheurs. Au fond, les faits, on le voit bien avec notre travail. Nous, on parle de lunettes pour voir le monde. On fait des hypothèses, on vous les propose
Et puis, honnêtement, nous, on dit que nos hypothèses, elles sont validées chaque jour, mais honnêtement, on préférerait être des sociologues malheureux et être des citoyens heureux. Hein, là, c'est l'inverse. Alors, du coup, moi, j'aurais une question à vous poser par rapport à ce sujet, parce que c'est une réflexion que je m'étais faite. C'est, bon, vous avez une sensibilité de gauche très forte. Quand on est effectivement chercheur, comment peut-on se dire, là, c'est le bon curseur, j'ai mis, je suis objectif, et non, là, il y a des risques potentiellement que j'ai un parti pris trop fort qui me permet d'avoir la bonne lunette, justement. Non, parce que si vous voulez, ce qu'il faut faire pour être un bon sociologue, il faut toujours dire qui on est comme sociologue, d'où on parle, quelles sont nos valeurs, comment on a été construit, et les hypothèses que l'on fait, c'est-à-dire qu'il faut tout déconstruire pour que le lecteur puisse comprendre réellement l'objectivité en quelque sorte de la démarche, mais qui est une démarche subjective. Donc, à lui de relativiser ce que vous lui apportez comme information. C'est pas relativiser, c'est pouvoir avoir le contrôle de ce que je dis. Contextualiser, tu dis, Franck? Non, oui, contextualiser. Oui, contextualiser, c'est pas un mauvais mot, mais avoir le contrôle du travail que nous avons fait et des résultats que nous proposons. Et donc, dans tous nos livres, toujours, on sait qui est Michel Pinson, fils d'ouvrier des Ardennes, Monique Pinson-Charlot, fille du procureur de la République de Mans dans le Lozère. Voilà, et beaucoup plus que ça. Et on parle de nous, de notre couple, on se met en scène beaucoup dans notre travail pour que nos lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs comprennent qui leur parle, comprennent d'où sont sorties ces enquêtes sur les dominants, pourquoi nous ont-ils reçus chez eux, comment cela a-t-il été possible, tout ce travail que nous avons fait. Et est-ce que vous menez justement ce combat, est-ce que vous participez par exemple à des colloques pour vous confronter à des confrères qui auraient justement des positions, des points de départ différents du vôtre et permettre au public, en vous voyant vous confronter les uns aux autres, de comparer un petit peu et de prendre eux-mêmes position pour l'un ou pour l'autre? Bien sûr, ben ça, de toute façon, je vais vous dire, on ne peut pas être chercheur au CNRS sans se participer, j'allais dire sans se taper, mais ça serait pas correct. Plusieurs colloques par semaine et des colloques internationaux chaque mois. Je veux dire, ça fait vraiment partie des obligations du chercheur que d'échanger. Et nous avons beaucoup échangé avec des chercheurs du monde entier, notamment beaucoup de chercheurs russes, je ne sais pas, des pays du Nord, américains, enfin. Voilà, donc on a fait notre travail de sociologue, confronté à des problématiques, mais en réalité, si vous voulez, dans les colloques, souvent c'est des faux débats qui sont construits, c'est-à-dire que on ne va pas à l'essentiel de l'analyse des rapports de domination, de la violence de classe. Il y a toujours un espèce de brouillard idéologique qui est conçu pour qu'on n'avance pas vraiment sur les sujets qui fâchent. Mais ça serait une autre discussion. On a écrit dans notre journal d'enquête qui a été publié au PUF l'accueil de notre travail par les chercheurs du CNRS. Je vous invite à lire ce passage. D'accord. Alors, oui, merci. Alors, merci Cactus pour la réponse, pour la question, et merci Monique Pinson-Charlot pour cette réponse. On va arriver à la conclusion de cette émission. On a parlé de votre travail de chercheur, de vos publications. On a parlé aussi de votre investissement lors des dernières élections législatives. Quel sera votre prochain combat tel que vous le voyez aujourd'hui? Au bouquin. Alors, le prochain, ça va être au début du mois de septembre, un nouveau livre qui s'appelle Panique dans le 16e et qui raconte la réception par les plus riches, par les plus grandes fortunes de France, de la construction provisoire d'un centre d'hébergement pour sans-abri. Et je vous laisse découvrir le travail que nous avons fait, que je trouve absolument génial, surtout qu'il est illustré par un dessinateur, Étienne Lécroart, et c'est juste trop bien. Et puis ensuite, on a un documentaire en cours sur notre engagement
politique et notre engagement amoureux, puisque ce film sera un documentaire sur un couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, plein de choses qui vont... on a plein de... Comment dirais-je? On travaille, on ouvre des dossiers, et puis après, les maisons d'édition nous font des propositions, et hop, ça fait un livre, ça fait une bande dessinée, ça fait un documentaire. Je dis ça, c'est pas pour faire la maline, c'est juste pour montrer que dans notre mobilisation à Michel et moi, il y a beaucoup, beaucoup de diversité. C'est-à-dire qu'on essaye d'écrire, de parler dans des supports extrêmement différents. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est la première fois que je suis à quatre pattes par terre devant plein d'ordinateurs et de choses que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas, je ne sais pas qui je dois regarder, où je dois tourner ma tête et tout ça. Mais je suis heureuse d'avoir participé à cette émission et je remercie toute l'équipe qui l'a organisée et tous ceux qui ont pris la peine de m'écouter. Oui, alors je tenais à faire une toute petite précision par rapport à ce que vous aviez dit il y a 5 minutes. En fait, donc nous, c'est la radio insoumise du Discord, donc ce n'est pas le canal officiel de la France insoumise. Même ça m'est égal. Non, mais je dis parce que tout à l'heure vous aviez une présentation rapide. Je tenais juste à ce que voilà, c'était juste ça. Voilà. En tout cas, vous précisez que vous étiez un couple, et vous parlez dans un couple. Je vais vous préciser que c'est un couple, mais assez distant avec la France. Pour résumer, donc on a une sortie de livre en septembre, c'est ça, et oui. un documentaire qui suivra. On a une idée à peu près sur la sortie de ce documentaire et sous la forme sous laquelle il va sortir. Non, il n'est pas encore. Ça n'est pas encore finalisé. Le livre, c'est au début du mois de septembre, Panique dans le 16e édition, La ville brûle. Et ce livre éclairera bien comment se constitue l'impunité de classe. Pourquoi l'entre-soi des riches dans les beaux quartiers? Pourquoi le bois de Boulogne doit rester le parc de la grande bourgeoisie? C'est pas du tout anecdotique comme sujet. Ça permet de comprendre la construction de ce sentiment d'impunité. J'ai tous les droits, je n'ai aucun devoir. Bien, bah écoutez, belle conclusion. En tout cas, une chose est sûre, on a compris que vous n'étiez pas à court de bataille, ni à court d'énergie. C'est très impressionnant et très inspirant de vous voir avec cette ouverture d'esprit, ne serait-ce que, comme vous le disiez, votre participation à cette émission et la fraîcheur et la générosité avec laquelle vous avez répondu à toutes ces questions. Donc, bah, au nom de toute l'équipe et puis au nom de tous nos auditrices et nos auditeurs, un grand merci, Monique Pinson-Charlot, pour votre présence avec nous cet après-midi.